je souhaite également vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle conférence de droit et commerce. Le tribunal de commerce de Paris a toujours un grand plaisir à accueillir les membres de cette association qui rassemble beaucoup de gens compétents et propose toujours des thèmes de réflexion intéressants. Alors, celui de ce soir ne fait pas exception à la règle. S'agissant de la liberté de fixation des prix et le juge en 2022. À vrai dire, au moment où le thème des prix et de la hausse de ces derniers, après des décennies de non-inflation, retrouve le devant de l'actualité, saluons tout d'abord le sens précisément de l'actualité des organisateurs. À vrai dire, cette incidente ne recouvre toutefois que bien imparfaitement notre sujet. Dans une économie libérale, le principe de la liberté de fixation des prix ne peut pas être autre chose que la règle. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à la liberté d'initiative des individus et plus généralement du commerce. A contrario, l'inverse du libéralisme, si je peux m'exprimer ainsi, c'est précisément l'économie administrée où la première chose qui est contrôlée, en général, ce sont les prix. La règle est donc la liberté des prix, ceci étant globalement régulé par le jeu de la concurrence. C'est pourquoi les principales transgressions à cette règle se situent dans des domaines où, précisément, la concurrence ne joue pas ou ne joue qu'imparfaitement, c'est-à-dire là où prévalent les pratiques dites anticoncurrentielles. Citons donc les agissements visant à fausser abusivement la fixation du juste prix. Alors, vous ne le voyez pas, mais je mets juste prix entre guillemets, puisque c'est pour moi une notion qui reste à définir, ou encore à créer un déséquilibre significatif entre les parties dans la perspective de cette fixation. Cette notion de déséquilibre significatif est également d'ailleurs intéressante, c'est le déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Reste à savoir si la fixation du prix correspond soit à un droit, soit à une obligation. Alors donc, nous sommes ici dans un droit, pour moi, en construction. Comment évaluer les situations? Quel concept utiliser? Et in fine, comment le juge peut-il statuer? Et en tant que juge, cette dernière question est tout sauf neutre. Et elle est tout aussi sauf apaisante, puisque indiscutablement, le juge placé devant des questions de cette nature a beaucoup de distance par rapport à elle, et il est très intéressé, en particulier, par le développement de ces notions. Alors, ce sujet a été largement évoqué dans le cadre d'un rapport élaboré par l'association Le Club des juristes, que nous connaissons bien évidemment, rapport intitulé « Le contrôle judiciaire des prix ». Il se trouve que par une absence totale de coïncidence, les intervenants de ce soir ont largement participé à l'élaboration de ce rapport, et c'est donc une chance pour nous, indiscutablement, de les écouter. Martine Béard-Touché a contribué au document que je viens d'évoquer. Elle est professeure à l'Université de Paris 1, qui est, comme vous le savez tous, l'Université Panthéon-Sorbonne. Maître Diego de Lamerville est avocat au barreau de Paris, plus précisément, je crois, au cabinet Clifford Chance. Et Maître de Lamerville est le rapporteur de ce groupe de travail. Donc, il a pu, je dirais, en prendre connaissance dans son intégralité et surtout participer dans son intégralité à son élaboration. Enfin, M. Maurice Nussenbaum est professeur à l'Université de Paris-Dauphine. Il est aussi expert financier agréé auprès de la Cour de cassation. Et bien évidemment, le
moindre de ses mérites n'est pas d'être administrateur de droit et commerce. Et M. Muschenbaum a été le président de ce groupe de travail. Donc, nous avons le plaisir d'écouter ce soir des personnes qui sont particulièrement qualifiées pour nous parler de ce thème, par ailleurs particulièrement bien choisi. Monsieur le Président, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Monsieur le Président, je n'ai rien à ajouter à ces propos qui sont d'une clarté et d'une précision extrême, et je pense qu'il est temps de passer la parole à Mme Béard Touché. Merci, Monsieur le Président. Qui irait quelques-uns de nos textes sur la liberté de fixer les prix dans le contrat aurait l'impression, de prime abord, qu'elle est particulièrement protégée. L'article L410-2 du Code de commerce ne dispose-t-il pas, comme vient finalement de le dire Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, le prix des biens, des produits, des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. L'article 1168 du Code civil n'ajoute-t-il pas que dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins, là encore, que la loi n'en dispose autrement, tant et si bien que qui dit contractuel dit juste. Et enfin, le Conseil constitutionnel n'a-t-il pas constitutionnalisé la liberté de fixer son prix en la déduisant de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle, toutes deux également à valeur constitutionnelle, ce qui lui a permis, par exemple, dans une décision de 1996, de sanctionner une loi qui avait empêché les fournisseurs de produits du tabac de négocier librement leurs prix avec chacun de leurs producteurs, considérant qu'il y avait ici une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. Cette liberté de fixer son prix, qui est aujourd'hui affirmée, semble tout de même avoir été acquise de haute lutte. D'abord contre les doctrines du juste prix d'Aristote à saint Thomas d'Aquin, pour lesquelles il fallait instaurer un contrôle du prix raisonnable, objectivement raisonnable. Le Code civil le refusera, sauf exceptionnellement. Ensuite, contre les pratiques de fixation collective des prix de leurs adhérents développés par les corporations et les jurandes sous l'Ancien Régime, qui aboutirent, en allant très vite dans l'histoire, à la suppression des corporations en 1791. Et puis ensuite, plus près de nous, contre l'économie administrée de l'ordonnance du 30 juin 1945, qui généralisa ou presque un contrôle administratif des prix, tant l'économie au sortir de la Deuxième Guerre mondiale était en mauvaise santé. Mais cette liberté obtenue de haute lutte n'est-elle pas un leurre? Il existe en effet des domaines où notre observateur étranger serait effaré du nombre d'interdictions concernant la fixation du prix. J'en donnerai une seule dans cette introduction, l'interdiction de la discrimination per se en elle-même, que l'on croyait éradiquée par la loi LME sur un plan général, mais qui renaît de ses cendres avec la loi Egalim 2. En d'autres termes, on ne va pas pouvoir négocier librement des réductions de prix sans qu'elles soient justifiées objectivement. Donc, il n'y a pas une liberté absolue de fixer son prix. Ce dernier exemple montre au demeurant que la liberté de fixer son prix est un combat permanent, gagné en 2008 quand la loi LME a posé le principe de la libre négociabilité des prix entre les fournisseurs et la grande distribution, et reperdu en 2021 avec la loi Egalim 2. J'ai bon espoir qu'elle sera remplacée plus tard par un texte un peu plus équilibré. Guy Canivet parlait d'ailleurs des lois éphémères dans cette partie du droit, simplement parce que les lois se succèdent un peu comme un balancier qui recherche l'équilibre de la loi qui va imposer elle-même l'équilibre du contrat. Bon, mais fût-elle acquise de haute lutte, cette liberté n'exclut pas le contrôle. La liberté de fixer son prix ne signifie pas que les entreprises disposent du droit de commettre des abus
dans la fixation de leur prix. Au-delà de l'article 1164 du Code civil qui permet aux juges de contrôler l'abus dans la fixation du prix, mais qui a eu tellement de rares applications que ça ne vaut pas le coup d'en parler davantage, l'ordonnance de 86, par exemple, prohibe de nombreuses pratiques fautives concernant les prix. Entente sur les prix, abus de position dominante, consistant à fixer des prix excessifs ou au contraire des prix trop faibles. Une chose est sûre en tout cas, la liberté des prix n'exclut pas, par principe, le contrôle judiciaire des prix. Même si l'expression « contrôle du prix » crée parfois un malaise, parce qu'elle fait penser au contrôle administratif des prix de l'économie administrée. Cela étant, le contrôle judiciaire du prix va être d'une toute autre nature et en tout cas, la Cour de cassation elle-même a employé l'expression dans l'arrêt Le Gallec du 25 janvier 2017 sur lequel on aura l'occasion de revenir. Donc, la liberté de fixer son prix et le contrôle judiciaire du prix sont finalement les deux faces d'une même question. Ne vous étonnez donc pas si finalement je vais plus parler de contrôle que de liberté, parce que ce sont des limites du contrôle que va naître la liberté. Si les limites sont trop importantes, on pourra à peine parler de liberté. Si elles restent raisonnables, la liberté y survivra. Alors, pour apprécier si les limites du contrôle sont raisonnables, je pense qu'il faut tout de même, en tout cas de mon point de vue, élever une muraille de Chine entre deux types de contrôle. Le contrôle d'un prix abusif et le contrôle du juste prix. Le prix abusif, c'est celui qui est trop faible ou trop élevé, mais qui est imposé à une partie, soit par une entreprise dominante, soit par une partie qui est plus puissante que l'autre, alors que la partie faible n'a pas de réel pouvoir de négociation. Par exemple, elle est une partie soumise. Or, le rôle du juge dans la sanction des abus ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi je qualifierais le contrôle judiciaire du prix abusif de contrôle justifié. Le contrôle du juste prix, c'est autre chose. Il faut supposer que les parties ont librement négocié le prix. Et pourtant, le juge viendrait a posteriori leur dire que ce prix n'est pas raisonnable, que ce prix est lésionnaire. Ce contrôle-là, sauf exception particulière, légalement prévue, n'est pas, de mon point de vue, justifié. Donc, ce sont les deux points que je souhaite aborder. Le contrôle justifié du prix abusif, tout d'abord. Eh bien, ce contrôle va concerner soit des prix abusivement faibles, soit des prix abusivement élevés. S'agissant des prix abusivement faibles, et si je laisse de côté les textes qui n'ont eu aucune efficacité, comme l'article L420-5, on peut dire que l'abus dans la fixation du prix va venir du fait que le prix ne couvrira pas les coûts du vendeur. Ça pourra être d'abord un prix d'éviction. Par exemple, des prix prédateurs faits par une entreprise en position dominante et visant à évincer ses concurrents aussi efficaces qu'elle. Sitôt que le concurrent est évincé, l'entreprise dominante remonte ses prix et récupère le sacrifice qu'elle a fait. Cette sanction des prix prédateurs est plus souvent le fait des autorités de concurrence et le juge, en 2022, n'a souvent à en connaître qu'au titre des recours contre les décisions de l'autorité. Mais il n'est pas exclu, malgré tout, notamment dans les actions privées, qu'on puisse en connaître dès la première instance. Dans le tribunal de commerce de Paris, notamment, a eu à en connaître dans une affaire Google Maps, où le prix pratiqué par Google pour vendre ses cartes était le prix 0. Il vendait gratuitement, enfin, il offrait gratuitement les cartes, même aux professionnels. Et la société Botin Cartographie avait de quoi se plaindre puisqu'elle estimait qu'elle ne pouvait plus vendre les mêmes cartes avec un prix. Ses clients allaient directement chercher les cartes gratuitement sur Google. Pourtant, Google ne sera pas condamné dans cette affaire parce que son modèle sera considéré comme étant un modèle freemium, c'est-à-dire un modèle où on offre les cartes à certains et où on fait payer les cartes à d'autres s'ils veulent une qualité supérieure.
Or, l'argent récupéré auprès de ceux qui payaient permettait de couvrir les coûts de toute l'activité. Donc, le prix n'a pas été jugé prédateur. Au-delà des prix prédateurs, on trouve les prix abusivement bas, ceux de l'article L422-7, issu de l'ordonnance du 24 avril 2019, et qui a eu pour but de permettre à l'acheteur de produits agricoles de pratiquer un prix qui ne privera pas notamment l'agriculteur d'une certaine répartition dans la chaîne de valeur. Le texte s'applique aux produits alimentaires, mais simplement pour qu'il y ait abus, il faut au moins que l'acheteur sache qu'il propose un prix inférieur au coût de production. Sinon, il manquerait un peu l'élément subjectif de l'abus. Donc, le législateur exige que le contrat indique des indicateurs de coût de production, c'est-à-dire, en simplifiant à l'extrême, des indicateurs d'un coût moyen pour produire tel produit. Le juge n'est pas tenu par l'indicateur, mais sa tâche reste redoutable. Cependant, on peut penser que ce texte restera assez lettre morte, puisque très peu de temps après son adoption, la loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 a préféré régler le problème en réduisant la liberté à une peau de chagrin pour les produits alimentaires. Elle exclut la liberté pour négocier la part des produits correspondant aux matières premières agricoles, pour discriminer, et il reste juste la liberté de négocier l'indice de la clause d'indexation. Alors, il y avait tout de même là un problème véritable à régler, qui était le fait que l'agriculteur n'arrivait plus à vivre de son travail et qu'il était tout de même anormal que, effectuant ce travail et nourrissant la population, certains agriculteurs travaillaient tout le temps à perte. Donc, il fallait trouver une solution. Elle est un petit peu extrême de mon point de vue, mais il fallait tout de même trouver une solution. Donc, si le rôle du juge diminue fortement tout de même, enfin n'est pas si important que cela pour le prix abusivement faible, il va être plus important pour le prix abusivement élevé. Et le prix abusivement élevé, on va le rencontrer notamment avec l'abus d'exploitation. Quand une entreprise est en position dominante, fixer un prix excessif peut être qualifié d'abus d'exploitation parce que ce sera, au regard de l'article 102 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, un prix inéquitable. Toutefois, l'OCDE, en 2011, avait noté que l'interdiction de pratiquer des prix excessifs était de toute évidence le sujet le plus controversé de la politique de concurrence. Pourquoi? Parce que sur un marché ouvert et sans barrière à l'entrée, la fixation de prix excessifs ne cause pas de dommages aux concurrents. Ça les incite même à entrer sur le marché pour faire des prix plus faibles et présenter une offre supplémentaire. Donc, le marché va s'autoréguler. Ensuite, le flou du concept de prix excessif est de nature à entraîner une insécurité juridique forte qui décourage d'utiliser trop cette notion. Malgré tout, tous les marchés ne sont pas ouverts. Il y a des marchés avec des barrières à l'entrée et donc des marchés qui ne vont pas pouvoir s'autocorriger. Il y a aussi des cas où le prix élevé est destiné précisément à empêcher l'accès à un marché donné. Et donc, le droit de l'Union européenne, comme le droit français, ont admis des abus d'exploitation consistant en des prix très élevés. La difficulté ici sera plus souvent celle que vont traiter mes deux co-intervenants, à savoir comment savoir qu'un prix est éventuellement trop élevé. Notons tout de même que s'il y a un petit regain d'activité dans ce domaine, on peut arriver à de très bons résultats. La Commission européenne, par exemple, dans une affaire Aspen, a obtenu des engagements du laboratoire Aspen de diminuer de 73% son prix sur 6 médicaments anticancéreux. Donc, on voit bien que le prix de départ était excessivement élevé ici. La deuxième façon de contrôler un prix
Élevé, trop élevé, c'est, comme l'a dit Monsieur le Président, le déséquilibre significatif. Compte tenu de la force attractive du déséquilibre significatif, la DGCCRF s'est très tôt tournée vers l'ancien texte, l'article 442.6, grand 1, deuxièmement du Code de commerce, dans sa rédaction post-LME. Elle a été suivie par les juges du fond, et on a eu encore récemment, peut-être dans cette salle, l'intéressant jugement Google Play du tribunal de commerce de Paris, qui a sanctionné du déséquilibre significatif, notamment pour une commission trop élevée. Je me concentrerai, moi, sur l'affaire Le Gallec. Dans l'affaire Le Gallec, le tribunal de commerce de Paris, en 2013, avait jugé que cet article ne s'appliquait pas au prix. Et il l'avait jugé avec un argument qui était extrêmement intéressant. Il partait du fait que le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2011, avait déclaré ce texte conforme à la Constitution, conforme au principe de la légalité des délits et des peines, parce que les entreprises pouvaient, pour savoir si ce qu'elles faisaient était ou non une infraction civile, elles pouvaient se référer à la notion juridique de déséquilibre significatif du Code de la consommation. Or, le Code de la consommation ne permet pas le contrôle du prix par le déséquilibre significatif. Donc, le tribunal en avait déduit qu'on ne pouvait pas contrôler le prix non plus sur le terrain du Code de commerce. La Cour d'appel de Paris, le 1er juillet 2015, suivie par la Cour de cassation, a considéré au contraire que ce texte s'appliquait au prix. Et notamment, la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 janvier 2017, a expliqué que la décision du Conseil constitutionnel ne signifie pas qu'il n'y aura aucune différence de régime entre le Code de la consommation et le Code de commerce, parce que les objectifs sont légèrement différents. Et donc, elle a affirmé très clairement que l'article 442.6.1.2 n'exclut pas que le déséquilibre significatif puisse résulter d'une inadéquation du prix au bien vendu. À l'époque de cet arrêt, j'avais critiqué cet arrêt parce que en janvier 2017, il n'y avait pas encore de réelle exigence de preuve par le ministre de la condition de soumission. Le déséquilibre significatif ne s'applique normalement que s'il y a soumission ou tentative de soumission. Or, en janvier 2017, aucun juge n'avait encore débouté le ministre au motif qu'il ne prouvait pas la soumission, parce qu'on considérait qu'en cas de grande distribution, la structure du marché emportait avec elle la soumission. Donc, le contrôle des prix dans ce cas-là, sans preuve véritable de la soumission, devenait un contrôle des prix assez généralisé et ne concernait pas forcément que des parties faibles. Ce n'est que depuis l'arrêt ITM de la Cour d'appel de Paris du 20 décembre 2017, conforté ensuite par la Cour de cassation, que la condition de soumission est devenue une vraie exigence. Il a été requis du ministre qu'il prouve la situation de soumission parce que c'est un élément constitutif de l'infraction civile de déséquilibre significatif. Dès lors, la crainte d'un contrôle généralisé des prix suscité par l'arrêt Le Gallec pouvait en partie être apaisée. Le contrôle du prix ne s'exerçait plus sous la condition théorique d'une soumission présumée, donc à l'égard de tout le monde finalement, mais requérait vraiment que la condition de soumission soit prouvée. Et donc finalement, le contrôle du prix ici ne va concerner que des entreprises qui étaient vraiment en état de soumission, vraiment en état de faiblesse. Dans ce cas-là, on n'est pas face à un contrôle objectif de lésion. On est face à ce qu'on appelle, en droit comparé, une lésion qualifiée, c'est-à-dire une lésion sur personne en situation de faiblesse. La faiblesse, ça peut venir de l'âge, les mineurs, les majeurs incapables, mais ça peut venir aussi de la soumission de l'entreprise au pouvoir de négociation d'une autre entreprise. Et à cet égard, j'exhorte les juges à rester les gardiens vigilants de cette condition de soumission sans laquelle on change vraiment de paradigme. En tout cas,
c'est bien conforme à la décision de la Cour de cassation qui, dans l'arrêt Le Gallec, dit bien que le contrôle judiciaire du prix est autorisé, et je cite, dès lors que celui-ci ne résulte pas d'une libre négociation. La différence est grande avec un contrôle du prix librement négocié, c'est-à-dire un contrôle du juste prix. J'en viens donc à ma deuxième partie, le contrôle injustifié du juste prix. J'ai déjà rappelé que le Code civil n'avait pas retenu un contrôle généralisé de la lésion, un contrôle généralisé du juste prix. Et le contrôle de la lésion n'existe que dans des cas spéciaux, vente d'immeubles, partage, etc. Il n'a pas davantage posé l'obligation de l'acheteur d'informer le vendeur qu'il se trompe sur la vraie valeur de la chose. Ça, c'est la jurisprudence Baldus et c'est l'article 1112-1 alinéa 2 du Code civil. Donc, le Code civil, lui, il est clair. Pas de contrôle du juste prix, sauf dans des cas vraiment exceptionnels. Le droit commercial, lui, il a pris par ordonnance un tout autre chemin. L'article L442.1, grand 1, premièrement du Code de commerce, issu de l'ordonnance du 24 avril 2019, sanctionne le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie. Ce texte ne pose pas a priori de conditions de soumission ou de tentative de soumission. Or, ce texte emporte un contrôle généralisé de la lésion en droit commercial, ce que je vais vous montrer, avant de vous montrer que ça me paraît très critiquable. Pourquoi instaurer ce contrôle généralisé de la lésion en droit commercial? Eh bien, parce que depuis la loi LME de 2008, qui avait instauré la libre négociabilité des prix, le ministre n'a eu de cesse de traquer les réductions de prix, même quand elles ont été librement négociées. Alors, quand elles ne le sont pas d'état d'âme, quand elles sont librement négociées, j'ai de très forts états d'âme. Il avait même essayé, sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance de 2019, alors qu'il sentait venir le fait que la présomption de soumission dans la grande distribution ne tiendrait plus longtemps, il avait tenté de faire juger que les réductions de prix pouvaient être contrôlées sur le fondement du premièrement, qui concernait le prix disproportionné des services, et non pas sur le fondement du deuxièmement, qui concernait le déséquilibre significatif et qui supposait qu'allait être prouvée la soumission. La Cour d'appel, dans un arrêt de 13 septembre 2017, la Cour d'appel de Paris, l'avait suivi, mais le ministre savait que la solution était fragile pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'un texte répressif est d'interprétation stricte. Or, l'élargir à ce point, passer du prix disproportionné du service au prix disproportionné de toute chose, c'est un élargissement considérable qui ne va pas avec un texte répressif. Et puis aussi et surtout parce que la Cour de cassation, dans l'arrêt Le Gallec, s'était fondée sur le déséquilibre significatif et avait bien insisté qu'il fallait que le prix n'ait pas été librement négocié. De toute façon, la Cour d'appel de Paris est tout de suite revenue très vite sur la solution de cet arrêt. Dans un arrêt du 4 novembre 2020, elle affirme haut et fort que le contrôle du prix ne s'effectue pas en dehors d'un déséquilibre significatif lorsque le prix n'a pas fait l'objet d'une libre négociation. Mais c'est un arrêt sur le fondement du texte ancien. Le tribunal de commerce de Paris a jugé de même d'ailleurs le 11 mai 2021. Donc, en tout cas, lors de la réforme, la DGCCRF a voulu inscrire dans la loi la possibilité de contrôler un prix sans condition de soumission, et il a créé, de mon point de vue, presque une nouvelle incrimination, l'interdiction de l'avantage sans contrepartie ou avec contrepartie disproportionnée. C'est la partie contrepartie disproportionnée qui m'intéresse ici. Le contrôle du prix détaché de la condition de soumission est élargi au-delà des seuls services.
Donc, sauf à ce que les juges réintroduisent la condition de soumission de manière prétorienne, ce qui n'est jamais impossible, on a ici un contrôle du prix déséquilibré qui se passe la condition de soumission. Le prix peut avoir été librement négocié et sur le fondement de ce texte, on peut néanmoins le contrôler. Or, si on peut comprendre qu'un juge contrôle un prix excessif, abusif, imposé à une entreprise soumise, on peut tout de même légitimement se demander pourquoi le juge viendrait contrôler un prix qui a été librement négocié entre des parties d'égale puissance. Et cela est d'autant plus grave qu'après avoir généralisé le contrôle judiciaire du juste prix en matière commerciale, le ministre se l'est approprié. Avec la loi DDA-DDU du 3 décembre 2020, le ministre s'est vu conférer le pouvoir d'ordonner une astreinte pour toute violation de l'article L442.1 et le pouvoir de liquider seul et sans le juge l'astreinte à 1% du chiffre d'affaires. Ensuite, l'entreprise condamnée devra faire un recours devant le juge administratif, puisque ce sera un acte du ministre. Et le juge judiciaire, ici, sera exclu de l'équation par une stratégie ministérielle d'éviction. Alors, ce texte qui permet de contrôler tout de même le juste prix en matière commerciale me semble devoir supporter des critiques sérieuses. Cette évolution du contrôle du prix va trop loin et l'article L442.1 grand 1, premièrement, peut faire l'objet de critiques. D'abord, il me semble qu'il viole la loi d'habilitation, qui était la loi Egalim, mais là, entendez la loi Egalim 1. Dans les colloques, la DGCCRF nous a dit que cette ordonnance du 24 avril 2019 ne serait pas ratifiée. Le fait est, on n'a pas vu passer de loi de ratification. L'instrument a été déposé, mais il n'y a pas eu d'audiencement devant le Parlement pour que la ratification ait lieu. Donc l'ordonnance aujourd'hui est restée une ordonnance, mais il n'empêche qu'elle a tout de même une valeur législative en vertu de la décision Force 5 du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020. Néanmoins, dans ce cas, la jurisprudence montre que le Conseil d'État peut tout de même encore contrôler si elle a respecté la loi d'habilitation. Or, la loi d'habilitation, la loi Egalim 1, avait bien fait la part entre les cas où elle donnait le pouvoir au ministre de modifier les textes et les cas où elle lui donnait le pouvoir de clarifier et de préciser les textes. Par exemple, elle lui donne le pouvoir de modifier la date d'envoi des conditions générales de vente. Il ne l'a pas fait, mais il en avait le pouvoir. Elle lui donne le pouvoir de modifier le texte sur les prix abusivement bas, celui dont je vous ai parlé en tout début. Mais s'agissant de l'article L442.6, devenu L442.1, elle lui donne juste le pouvoir de simplifier et de préciser. Or, il est remarquable que l'article n'a pas été simplement précisé et simplifié, mais il a été considérablement élargi et donc il a été modifié. Donc, pour moi, ce texte dépasse la loi d'habilitation et il serait intéressant que le Conseil d'État soit saisi pour qu'il dise ce qu'il pense de ce dépassement. Par ailleurs, ce texte me semble aussi être une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Alors certes, le Conseil constitutionnel a refusé d'admettre, le 30 novembre 2018, que le contrôle du prix exercé sur le fondement du déséquilibre significatif, c'est-à-dire à l'égard d'une personne soumise, était une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Mais ici, la situation est différente, parce que le contrôle judiciaire du prix se passera sans condition de soumission. Et donc, il permettrait de revenir sur un prix librement négocié.
Donc, il me semble vraiment que ça va beaucoup plus loin et que l'atteinte à la liberté d'entreprendre est bien plus importante et donc pourrait être disproportionnée dans ce cas. Donc, de mon point de vue, de deux choses l'une, soit les juges réintroduisent de manière prétorienne la condition de soumission dans l'article L442.1, grand 1 premièrement, et toutes les difficultés seraient pratiquement résolues, soit ils ne veulent pas faire cette création jurisprudentielle, et il me semble qu'il faudrait demander au Conseil d'État si le texte ne dépasse pas l'habilitation et au Conseil constitutionnel dans une QPC s'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Finalement, vous le voyez, la liberté de fixer son prix est tout de même toujours sur un fil. C'est un combat permanent pour la sauvegarder. Sauvons la liberté sauve le reste, écrivait Victor Hugo. Il faudrait peut-être ajouter aujourd'hui « sauvons la sécurité juridique » parce que la tâche qui incombe au juge est une des plus délicates. Quand il y a contrôle, comment effectuer ce contrôle du prix? Selon quels critères? Avec quels moyens? Mais ce sont à présent mes deux co-intervenants qui vont essayer d'y répondre. Je vous remercie. Merci Madame le professeur. Donc la lourde tâche m'incombe en premier lieu, mais je me défausserai assez rapidement sur Maurice Nussenbaum qui apportera les dernières réponses aux questions bien sûr légitimes de l'Assemblée. Le principe a été posé et on vient de le voir, les occurrences, les hypothèses dans lesquelles un contrôle judiciaire du prix vont se multiplier compte tenu de l'évolution des textes et compte tenu de l'affirmation à partir de l'arrêt Gallec en 2017 de la possibilité de contrôler les prix, ce qui était un point qui était en discussion avant cet arrêt, qui est aujourd'hui un principe clairement établi. Donc le groupe de travail a dans un premier temps fait un peu un état des lieux des solutions jurisprudentielles, des motivations qui avaient été développées, notamment en matière de contrôle du prix des services, puisque c'est sur ce type de dispositions que la plupart des décisions rendues entre 2007 à peu près et aujourd'hui ont été rendues. Le contrôle judiciaire des prix en matière de pratiques restrictives de concurrence, c'est celui auquel on va s'intéresser plus précisément maintenant, a connu diverses époques, et la première époque peut-être qui livre aujourd'hui le plus d'enseignements en termes de mise en pratique concrète par les juridictions d'un contrôle du prix, c'est celle de l'appréciation du caractère disproportionné de la rémunération à un certain nombre de prestations de services, et dit plus simplement, souvent des services de coopération commerciale. Ce contrôle s'est tari au fil des ans. On a 22 décisions rendues pour l'année 2007, par exemple, qui viennent porter une appréciation sur le caractère disproportionné du prix de certains services de coopération commerciale. On est tombé à 3 décisions en 2015, 2 décisions en 2016, notamment compte tenu du basculement progressif vers le contrôle judiciaire du prix en matière de déséquilibre significatif. L'état des lieux qui ressort à l'analyse de ces diverses jurisprudences, c'est celui qu'a décrit Martine Bertouchet il y a quelques instants, une grande gêne, une grande difficulté de la part des juridictions à appréhender cette notion et à qualifier, avec un peu de précision et de prévisibilité, à qualifier ce que peut être un prix disproportionné, manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. C'était la lettre de l'ancien article 442.6.1, premièrement, du Code de commerce. Donc, lorsque ce contrôle est mis en œuvre, il n'y a aucune méthodologie précise qui est suivie. On a le sentiment d'un contrôle peut-être au bon sens, avec des raisonnements empiriques qui varient beaucoup d'une décision à l'autre. On a essayé d'opérer une classification parmi ces différentes jurisprudences et on peut dégager un peu trois grands courants de motivation qui permettent de voir sur quels éléments se fondent les juridictions pour qualifier un abus dans la fixation du prix en matière de prestation de services. Le premier bloc, on va dire, de décisions, ce sont les décisions qui comportent des motivations fondées sur des éléments techniques issus des contrats de prestation de services pour relever les abus. Quand on parle d'éléments techniques, on parle évidemment avant tout des clauses qui fixent la rémunération de ces services, et les juridictions s'attachent souvent à relever les différences de rémunération qui existent, par exemple,
entre différents co-contractants pour un service identique. Quand vous avez un service de coopération commerciale qui est proposé à un large panel de co-contractants, de fournisseurs par exemple, la variation sensible du prix d'un même service d'un fournisseur à l'autre est souvent prise comme une indication du fait que potentiellement ce service peut donner lieu à une rémunération excessive. Vous avez également la prise en compte dans la motivation d'un certain nombre de décisions d'une absence de corrélation entre les montants facturés et des éléments objectifs tels que, par exemple, la nature et le nombre de produits sur lesquels porte une opération de promotion ou une opération de mise en avant. Et donc là, on le voit de nouveau, c'est presque dans la lettre du contrat que le juge cherche la caractérisation d'une disproportion manifeste compte tenu de la difficulté à porter une appréciation sur le prix en tant que tel. Dernier élément technique qui est relevé dans la rédaction souvent des conventions, c'est la disproportion qui peut exister entre l'évolution du montant de la prestation de service tel qu'il a été facturé et l'évolution du chiffre d'affaires du fournisseur. Et évidemment, si on voit une hausse très sensible du coût du service, alors même que le volume d'activité sous-jacent de la relation fournisseur-distributeur n'évolue pas ou évolue peu, on peut considérer dans certaines décisions que l'évolution du prix des services était injustifiée et que cette évolution trahit à elle seule le fait que la rémunération était disproportionnée. Vous avez ensuite un certain nombre de décisions qui cherchent, peut-être de façon un petit peu plus scientifique, à se fonder sur la notion de marge, avec, on le sait tous, la complexité de trouver un chemin un peu clair et lisible sur cette notion en jurisprudence. Donc vous avez, dans certaines décisions, une comparaison entre la marge bénéficiaire moyenne du fournisseur et celle du distributeur dans le cadre d'une opération commerciale. Donc là, c'est un peu un jugement qu'on voudrait en équité. On estime que la marge qui se dégage d'une opération doit être répartie de façon équilibrée. Vous avez aussi des décisions qui constatent une disproportion entre la prestation facturée et le coût de revient de celle-ci. Là, c'est une notion sur laquelle va revenir Maurice Nussbaum, une notion qu'on va retrouver notamment en matière de pratiques anticoncurrentielles qui, probablement, comporte des principes plus vertueux, plus à même d'apporter de la lisibilité. Dans ces décisions, les juridictions ont relevé, par exemple, l'écart considérable entre le coût de revient des études marketing et statistiques proposées aux fournisseurs et les recettes obtenues en contrepartie. Donc là, on a une analyse vraiment coût, marge pour la personne, pour l'opérateur économique qui vend le service, qui est nettement plus intéressante. Ensuite, un certain nombre, toujours dans des motivations un peu empiriques, un certain nombre de décisions se fondent sur des méthodes par comparaison. Comparaison entre le prix facturé et le prix proposé par d'autres opérateurs, pas des co-contractants. Typiquement, quand on regarde des prestations de panel, de relevé de prix, il y a des comparaisons qui ont été opérées dans certaines décisions de jurisprudence, notamment de la Cour d'appel de Paris. Quand vous avez ce service qui est vendu par un distributeur pour plusieurs centaines de milliers d'euros et que dans le même temps, un service, certes peut-être moins précis, est vendu par un panéliste pour quelques dizaines de milliers d'euros, c'est évidemment une indication que le prix était probablement excessif dans une hypothèse par comparaison à ce qui se fait sur le marché. Vous avez également une décision qui retiennent la comparaison entre l'avantage consenti par rapport aux achats réalisés, c'était notamment les décisions qui avaient été rendues qui concernaient Monoprix, dans lesquelles, par exemple, il était demandé à un fournisseur d'offrir un certain nombre de produits gratuits pour un montant relativement important par comparaison avec le chiffre d'affaires, le volume d'affaires qui existait entre ce fournisseur et le distributeur, et la mise en perspective à la fois de l'avantage constitué par les produits gratuits et du volume global de la relation avait été considérée comme étant une indication de ce que des avantages excessifs avaient été imposés à une partie. Vous avez enfin des décisions qui, peut-être un peu à l'inverse de celles que je viens de décrire, relèvent que le caractère manifestement disproportionné de la rémunération doit s'apprécier au regard de la valeur effective du service rendu et non des résultats obtenus. Donc là, vous avez un peu une décorrélation dans ces décisions entre, par exemple, dans une opération de mise en avant, le volume de chiffre d'affaires complémentaire qui va découler de cette opération de mise en avant par rapport au prix qui a été facturé, au prix de la prestation de service qui a été facturée. Donc ça vous donne un aperçu de ce que ces décisions comportent une vraie difficulté quand on les prend dans leur ensemble, c'est qu'il n'y a aucune méthodologie un peu concrète, un peu précise qui permette à un opérateur économique d'appréhender
d'avoir un peu de certitude ou de prévisibilité sur la façon dont un contrôle du prix pourrait être opéré par une juridiction. Ce contrôle, il a basculé aujourd'hui dans le cadre des équipes significatives qui a été décrit par Martine Bertouchet il y a quelques instants. Et je reviendrai en un mot sur cette décision GALEC du 25 janvier 2017, non pas en ce qu'elle a affirmé le principe du contrôle judiciaire du prix sous l'empire de l'ancien article 442.6.1, deuxièmement du Code de commerce, mais un autre aspect intéressant de cette décision est que la Cour de cassation semble avoir suggéré une modalité, une méthodologie d'appréciation de ce déséquilibre significatif, puisque la Cour de cassation suggère une mise en comparaison du tarif du fournisseur avec le prix final convenu entre les parties à l'issue de la négociation pour se prononcer sur l'existence ou non d'un déséquilibre significatif. Donc, la Cour rappelle que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s'apprécie au regard de la convention écrite prévue à l'époque par l'article 441.7 du Code de commerce, laquelle précise les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Ce texte a entendu permettre une comparaison entre le prix arrêté par les parties et le tarif initialement proposé par le fournisseur. Donc cette motivation, cette partie de la décision de cassation qui est demeurée un petit peu inaperçue, appelle un certain nombre de questions et suscite un certain nombre d'interrogations. C'est tout à fait vertueux et louable de la part de la Cour de cassation d'avoir proposé ce qui ressemble à une méthodologie d'appréciation et des équilibres significatifs, mais la méthodologie proposée suscite beaucoup d'interrogations. Vous le savez, dans ces négociations commerciales, telles qu'elles ont été conçues par le Code de commerce, le fournisseur établit seul son barème, son prix. Il est libre de choisir d'avoir un barème de prix élevé dans une grille tarifaire, d'avoir des prix élevés, d'avoir des prix bas. C'est sa liberté, c'est son choix. Et au gré de la négociation, au fil de la négociation, des contreparties sont consenties de part et d'autre, des remises, ristournes, rabais, parfois des prestations de services, qui permettent in fine de dégager le prix convenu entre les parties. Et c'est l'ensemble de ces contreparties qui doit figurer dans cette convention unique qui s'impose aux parties. On voit mal en quoi l'ampleur de l'écart entre le prix tarif fournisseur et le résultat de la négociation serait utile pour caractériser un déséquilibre significatif. Vous pouvez partir d'un prix de 100, arriver à un prix de 5. Le simple fait que vous ayez 95 d'écart entre les deux ne permet pas à lui seul de caractériser un déséquilibre significatif. C'est une indication potentiellement, et encore, c'est une indication à mon avis très subjective et qui est à manier avec beaucoup de précaution. Donc, à ma connaissance, cette méthodologie, ce qui ressemble à une méthodologie de contrôle du déséquilibre significatif en matière de prix qui a été proposée par la Cour de cassation, n'a pas donné lieu à des développements jurisprudentiels. J'ai fait un certain nombre de décisions. Elle avait en tout cas donné lieu à des critiques ou des interrogations, notamment de la part de Mme Bertouchet. On le voit dans toutes ces décisions de pratiques restrictives de la concurrence, il y a avant tout une appréciation intuitive et empirique de la disproportion qui est réalisée, aucune méthodologie usuelle ou répétitive. Ça ne veut pas dire évidemment au cas par cas que les condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de tel ou tel opérateur économique ou tel service étaient injustifiées ou étaient dénuées de fondement. Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. On peut, bien sûr, on n'est pas forcément obligé de faire 5 pages de motivation quand on voit qu'un service a été vendu 20 ou 30 fois son prix par rapport à ce qui se fait chez un concurrent. Néanmoins, ça pose une vraie difficulté d'insécurité et de lisibilité pour les opérateurs économiques. À l'inverse, en matière de pratiques anticoncurrentielles, il est frappant de voir que les critères posés pour apprécier le caractère abusif des prix ont été nettement déterminés, avec de nombreux enseignements issus de la jurisprudence qui visent à objectiver l'appréciation des situations de déséquilibre significatif. Vous avez un ensemble de tests, de méthodologies éprouvées, susceptibles de servir de guide en matière de pratiques restrictives de concurrence, et ce sont celles notamment sur lesquelles Maurice Nussbaum reviendra dans un instant. Un mot sur les principes qui ont été posés en matière de pratiques anticoncurrentielles. Vous avez 2 arrêts fondateurs, l'un qui est l'arrêt General Motors Continental de la Cour de justice de l'Union européenne de 1975,
qui rappelle qu'une entreprise abuse de sa position dominante en imposant un prix excessif par rapport à la valeur économique du service fourni. Donc, au moins là, on a un cadre précis qui est posé. Il peut y avoir ensuite des questions sur la détermination de la valeur économique du service posé, mais on a très clairement un guide qui est donné. Une autre décision marquante en la matière est l'affaire United Bronze de 1978, dans laquelle il a été énoncé qu'il appartient de rechercher si le détenteur d'une position dominante a utilisé les possibilités qui en découlent pour obtenir des avantages commerciaux qu'il n'aurait pas obtenus en cas de concurrence praticable et efficace. Deux critères a priori cumulatifs se dégagent en matière de pratiques anticoncurrentielles. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait une disproportion entre les coûts réels et les prix effectivement pratiqués pour permettre de caractériser un abus. Le deuxième, c'est le caractère non équitable du prix qui requiert d'opérer une comparaison avec les produits similaires sur des marchés équivalents sur lesquels Maurice Nussbaum va revenir dans quelques instants et Maurice évoquera également évidemment des enseignements qui peuvent découler des pratiques en matière fiscale et des pratiques en matière de propriété intellectuelle et notamment de fixation de redevances FRAND. Je vous remercie. Merci Diego. Oui, c'est toujours un inconvénient de parler en dernier puisqu'on a à la fois moins de temps et les gens sont fatigués. Mais il faut essayer de s'en sortir. Donc, oui, il existe de nombreux domaines du droit dans lesquels on examine comment le prix est fixé avec des méthodes robustes. Et finalement, on peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi ces méthodes ne sont pas utilisées dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence. Et c'est un peu ça le sujet que j'essaye d'aborder, puisque je veux montrer que ces méthodes peuvent être utilisées par les juges pour analyser les effets des pratiques et appréhender la valeur des prestations fournies et apprécier le caractère équitable du prix dans le cadre de ces pratiques restrictives. Alors, je vais d'abord présenter les outils disponibles et puis ensuite leur application dans les pratiques restrictives de concurrence. Alors, je distingue trois catégories d'outils. Les outils d'évaluation utilisés dans les pratiques anticoncurrentielles pour déterminer les préjudices subis par les victimes des pratiques anticoncurrentielles. C'est la première catégorie. Ensuite, les outils utilisés dans les problématiques fiscales pour définir les prix de pleine concurrence. Et en troisième lieu, les outils issus des problématiques de la propriété intellectuelle, notamment dans le cadre des brevets FRAND, pour déterminer des prix raisonnables, justes et non discriminatoires. Alors, tout d'abord, dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles. Alors, ces pratiques, on sait, se traduisent généralement par des surcoûts payés ou des prix abusivement bas perçus par les clients ou les concurrents des entreprises auteurs de l'infraction. Et donc, pour pouvoir définir ces effets, il faut déterminer une situation contrefactuelle, c'est-à-dire la situation qu'aurait connue la victime en l'absence de dommages. Alors, on sait que l'évaluation du préjudice consiste à remettre la victime dans l'état où elle se serait trouvée en l'absence de dommages. Et donc, ce principe conduit à une méthode d'évaluation des préjudices puisqu'il définit les dommages comme la différence entre une situation contrefactuelle, c'est-à-dire celle qu'aurait connue la victime en l'absence de dommages, et une situation factuelle ou réelle, celle qu'elle a effectivement connue. Et cette mise en perspective peut mener à l'identification de deux types de préjudices, un préjudice de surcoût et un préjudice de gain manqué. Alors, il faut donc définir cette situation contrefactuelle. C'est ceci qui est compliqué, puisque la situation contrefactuelle conduit à déterminer le prix qui aurait dû être appliqué en l'absence des pratiques anticoncurrentielles, qui aurait donc prévalu dans une situation de concurrence normale. C'est l'objectif poursuivi. Et pour ça, il faut une méthode. Et il faut, pour la méthode, c'est la construction du scénario contrefactuel. Donc, il faut des hypothèses tant sur l'état des marchés que sur les comportements des entreprises. Et puis ensuite, il faut des moyens. Et ces moyens ont été notamment développés dans le guide de la Commission européenne de 2013, qui a précisé les différentes méthodes pouvant être mises en œuvre. Alors, la méthode la plus couramment utilisée par les parties et les juges
pour construire la situation contrefactuelle, c'est une approche comparative. Donc l'approche comparative, c'est d'abord une approche avant-après, c'est-à-dire qui consiste à comparer la situation réelle au cours de la période pendant laquelle l'infraction a produit ses effets avec la situation sur le même marché avant qu'elle ne produise ses effets ou après leur disparition. Et la construction du scénario contrefactuel, qui s'appuie donc sur cette approche avant-après, devra faire l'objet d'une attention particulière, puisque même si l'infraction a cessé, l'ampleur et la durée de celle-ci a pu avoir un effet sur les prix après les effets des pratiques, après la fin des effets des pratiques. Ça s'appelle l'effet de rémanence. Donc, on a aussi, comme parmi les méthodes comparatives, la méthode comparative avec d'autres marchés géographiques ou d'autres marchés de produits. Et cette méthode consiste à examiner les données sur un marché géographique distinct ou à s'intéresser à un marché de produits différents, ayant des caractéristiques similaires, afin de déterminer le scénario contrefactuel. Et c'est toujours très délicat parce que les défendeurs mettent en avant la différence de produits, la différence de marché pour écarter cette comparaison. Et donc, par rapport à cette méthode donc, est souvent discutée dans les décisions. Et enfin, le troisième type de méthode comparative, c'est la méthode dite des doubles différences, qui consiste à combiner les méthodes comparatives dans le temps et entre marchés lorsqu'on dispose de suffisamment de données. Alors, elle permet, donc on a à la fois des marchés différents et des produits différents. Et elle a l'avantage d'éliminer les changements non imputables à l'infraction qui se sont produits au cours de la même période que cette dernière. Donc, cette méthode peut s'appliquer à partir de plusieurs référentiels, la période, avant ou après, ou sur un marché non impacté, géographique ou de produits distincts. Alors, dans le cas des pratiques anticoncurrentielles, pour caractériser un abus, il est bien évident qu'il faut également réaliser une analyse des effets des comportements à l'aide du bilan concurrentiel, même si certaines pratiques peuvent être prohibées pour elles-mêmes. Et c'est d'où l'intérêt des tests économiques de la situation concurrentielle. Et c'est le deuxième volet dans ces méthodes tirées des pratiques anticoncurrentielles, ce sont les tests qui sont mis en œuvre pour guider l'action des autorités de concurrence et cadrer l'analyse des juges. Certains ont déjà d'ailleurs été évoqués précédemment. Alors, on a tout d'abord le test du sacrifice de profit. C'est-à-dire, y a-t-il eu un comportement prédateur de l'entreprise dominante qui a renoncé à des profits à court terme pour les reprendre ensuite quand elle aura éliminé son concurrent. Ensuite, on a le test du concurrent aussi efficace. Y a-t-il eu une éviction injustifiée d'un concurrent qui ne le méritait pas puisqu'il était aussi efficace? Et ce test consiste à vérifier si la pratique restreint ou a été capable de restreindre la concurrence de concurrents aussi efficaces que l'entreprise dominante. Il y a abus lorsque le comportement conduirait à l'éviction d'un concurrent aussi efficace qu'elle, c'est-à-dire sans aucune justification. Les autorités préfèrent généralement le test du concurrent aussi efficace au test du sacrifice de profit. En troisième lieu, on a le test du préjudice du consommateur. Y a-t-il eu maintien du pouvoir de marché de l'entreprise dominante au détriment des consommateurs? Ce test consiste à montrer que l'entreprise dominante a maintenu ou augmenté son pouvoir de marché au détriment de ses clients et in fine des consommateurs. Et enfin, le dernier test, le test du ciseau tarifaire. Y a-t-il eu fixation, qui répond à la question suivante, y a-t-il eu fixation par l'entreprise dominante à la fois des prix de détail et des prix des intrants pour ne pas laisser de marge suffisante à ses concurrents? Ce test a pour but de vérifier si un opérateur aussi efficace était en mesure de proposer des offres au même tarif de détail. Et on étudie la rentabilité de l'opérateur dominant compte tenu de ses contraintes autres que les coûts de gros qu'il applique à ses concurrents. Et l'analyse du ciseau tarifaire a été souvent mise en œuvre pour les opérateurs téléphoniques. On peut citer le cas de Deutsche Telekom en 2008, France Télécom, SFR, ou dans l'énergie avec Direct Énergie. Et donc, il faut étudier la possibilité de transposer ces différents tests dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence. Alors maintenant, deuxième catégorie, on va aborder donc les méthodes tirées des problématiques fiscales. Ces problématiques fiscales, et plus particulièrement les prix de transfert, posent la question de la détermination du prix
entre deux sociétés liées. Pourquoi ne pas y avoir recours? Je me pose la question. Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels ou rend des services à des entreprises associées. Alors, selon l'OCDE, les prix de transfert doivent être comparables aux prix fixés dans des transactions entre entités indépendantes, ce qu'on appelle les arm's length transactions. Et dans cette perspective, la détermination des prix de transfert applicables entre les différentes sociétés d'un même groupe doit donc tenir compte des fonctions assurées, des risques pris en charge et des actifs détenus respectivement par chacune d'elles. Et les recommandations de l'OCDE en matière de prix de transfert, ainsi que le projet BEPS de l'OCDE publié en 2015, ont placé l'analyse fonctionnelle au centre de la détermination des prix entre les entreprises liées. J'insiste, l'analyse fonctionnelle. Et donc, l'analyse et la détermination des prix de transfert vont suivre une méthodologie conforme aux recommandations de l'OCDE et aux pratiques de l'administration fiscale, reposant sur l'analyse fonctionnelle et l'analyse de comparabilité. Alors, les méthodes fondées sur l'analyse fonctionnelle et le partage des bénéfices, ou encore partage split, consistent à regarder si le partage des bénéfices s'effectue bien en fonction de la création de valeur de chacune des entités. Et les méthodes fondées sur l'analyse de comparabilité consistent à regarder la rentabilité générée par une entreprise équivalente présentant les mêmes fonctions et les mêmes risques pour valider les résultats obtenus sur la base d'une méthode de profit split. Donc, il s'agit là d'analyser la fixation du prix à partir d'observations d'autres prix comparables. Donc, vous voyez, on a toujours cette dualité entre une analyse intrinsèque, fonctionnelle, et puis une analyse par comparaison. Alors, pour ces méthodes, il y a aussi d'autres méthodes fondées sur les coûts et qui permettent qui aboutissent au même résultat et qui sont basées sur les mêmes principes d'analyse fonctionnelle. Je vais les évoquer rapidement. Il y a la méthode du prix de revente moins, ou resell minus, c'est-à-dire on va déterminer le prix de marché en partant de la marge brute réalisée entre des parties indépendantes. Donc, une fois qu'on a cette marge brute, on la soustrait du prix de revente pratiqué au sein du groupe pour déterminer le prix d'achat tel qu'il aurait dû être. On a ensuite le prix de revient majoré, ou cost plus. Et là, on détermine le coût de revient du bien ou du service vendu, fourni à une entreprise liée, et on y ajoute une marge bénéficiaire de pleine concurrence en utilisant un comparable interne ou externe à l'entreprise. Donc, et dans toutes ces méthodes, vous voyez qu'on constate une décorrélation entre les coûts de revient du bien ou du service et sa valeur. En effet, l'administration fiscale estime que les coûts ne peuvent être considérés qu'au regard de la fonction et de la position de l'actif dans la chaîne de valeur, et le prix de vente au regard de la rentabilité que celui-ci permet de dégager par rapport à des actifs à utilité comparable. C'est-à-dire que donc, le prix ne peut pas être examiné uniquement à partir des coûts. Donc, dans le cadre de la détermination des prix de transfert, l'analyse fonctionnelle et l'analyse de comparabilité permettent d'analyser la pertinence du prix avec la fonction de l'actif évalué et sa position dans la chaîne de valeur. Et cette grille d'analyse fonctionnelle est un outil très utile pour identifier dans une transaction donnée le rôle de chacune des parties prenantes, qui apporte quoi à la table des négociations. Elle permet donc d'aider la société à négocier un prix et de rémunérer ce qu'elle apporte réellement dans ses partenariats à travers la vente d'un produit. Voilà. Donc maintenant, troisième type d'approche pouvant être utilisée pour les pratiques restrictives de concurrence, c'est celles qui sont tirées de la propriété intellectuelle. C'est notamment celles qu'on rencontre dans la rémunération de brevets essentiels, c'est-à-dire les problématiques FRAND, Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. Alors, les organismes, rappelons tout d'abord, les organismes responsables de l'établissement et du contrôle des standards technologiques, qu'on appelle les SSO, Standard Setting Organization, se sont concertés pour établir des directives permettant de s'assurer de la mise à disposition de ces standards par les détenteurs de brevets essentiels.
c'est-à-dire qu'ils obligent donc les détenteurs de ces brevets à les mettre à disposition avec des contrats de redevance qui répondent à ces conditions FRAND, Fair, Reasonable et Non-Discriminatory. Et l'appartenance à un standard donc, procure au titulaire du brevet l'avantage, puisqu'il est sûr qu'il va être utilisé, mais cet avantage ne doit pas donner lieu à une rémunération excessive. Et donc, de ce fait, le titulaire du brevet, qui l'intègre dans une norme, accepte de se soumettre à un contrôle concernant la fixation du taux de redevance. Alors, mais néanmoins, le problème, c'est que au départ, les protagonistes ont des visions diamétralement opposées et difficilement réconciliables. Le titulaire du brevet cherche à avoir la rémunération maximum et les utilisateurs la plus faible. Donc, il doit y avoir des négociations entre détenteurs et utilisateurs en prenant en compte l'intérêt réciproque des deux parties. Et a priori, le juge ne se substitue pas aux parties pour fixer ce prix, mais il vise à s'assurer que la négociation s'est bien déroulée en respectant ces principes. Alors, ces principes de reasonable et non-discriminatory. Et ces principes vont s'appuyer sur deux notions clés. La notion de proportionnalité pour s'assurer du caractère juste et raisonnable. Juste, ça veut dire une rémunération non disproportionnée par rapport à la valeur de l'actif dans son ensemble. Et raisonnable, ça veut dire une rémunération qui respecte l'importance relative de la rémunération par rapport à la valeur totale du produit. C'est-à-dire qu'un brevet dans un produit ne peut pas être rémunéré plus que la valeur totale du produit, c'est évident. Et puis ensuite, il doit avoir une place proportionnée à son rôle par rapport à l'ensemble des autres brevets qui interviennent dans le produit. Prenez le cas d'un téléphone où vous avez des centaines de brevets. Donc la question, c'est de fixer la rémunération de chacun de ces brevets. Donc ça, c'est la première notion, la notion de proportionnalité. Et la deuxième, c'est la notion de valeur ajoutée pour s'assurer du caractère non discriminatoire. On peut en effet estimer que le fait de rémunérer la valeur ajoutée permet de s'assurer de ne pas discriminer ni le détenteur du brevet, qui sera rémunéré à hauteur de ce que son brevet apporte au produit, ni les autres détenteurs de brevets qui pourront également être rémunérés à hauteur de ce qu'ils apportent. Et on a donc ces deux notions clés, proportionnalité et valeur ajoutée. Bon, tout en étant conscient que la notion de valeur ajoutée peut être difficile à appréhender dans le cadre de brevets essentiels, car il ne faut pas confondre la valeur ajoutée liée au brevet à évaluer et aux standards auxquels il contribue avec la valeur ajoutée liée au produit lui-même. On a vu les procès Apple et Samsung qui ont été particulièrement sanglants à cet égard, puisqu'on est passé de 1 milliard de demandes à 100 millions. Bon. Donc, en tout cas, la notion de redevance FRAND a réintroduit l'importance des notions de proportionnalité et de valeur ajoutée dans l'analyse de la redevance. Alors, maintenant, on va voir comment, rapidement, il nous reste un peu plus de 5 minutes, comment ces méthodes peuvent être utilisées pour les pratiques restrictives de concurrence. Ces méthodes vont faire sortir des concepts clés qui permettent d'appréhender la valeur et d'apprécier le caractère équitable ou non du prix. Elles ont fait ressortir deux approches complémentaires, la méthode des comparables et l'analyse fonctionnelle, liée à la valeur ajoutée et la création de valeur. Et elles permettent également de déterminer un prix qui correspond au résultat d'une négociation fictive de pleine concurrence. Et on peut voir que des exemples où la mise en œuvre de cette méthode, notamment celle de la grille fonctionnelle, est particulièrement utile. La grille fonctionnelle est un outil pratique et simple à comprendre pour permettre de montrer l'adéquation ou l'absence d'adéquation entre les services rendus et le prix payé. On peut prendre l'exemple des coûts logistiques dans la grande distribution. Le modèle de la grande distribution a évolué avec le développement des magasins de proximité et l'augmentation des services dans ces magasins. Et les fonctions assumées par le distributeur ont évolué, ainsi que les risques encourus en termes de coûts supportés. Tout cela, ils ont augmenté par rapport aux fonctions assurées par les fournisseurs. On peut donc expliquer avec cette grille fonctionnelle que la part de rémunération, des distributeurs est augmentée par rapport à celle des fournisseurs. Et une analyse précise de l'évolution de ces fonctions donc, permet de montrer que même si cette part a augmenté, ça ne déséquilibre pas le contrat et que c'est le résultat d'une évolution des fonctions et non d'un déséquilibre entre les parties. Alors, si on peut l'appliquer à d'autres domaines, notamment
le problème, la question des têtes de gondole. La mise en tête de gondole des produits peut avoir un impact significatif sur les ventes du fournisseur, alors que le coût de la mise en place de la tête de gondole, qui est souvent en carton, est généralement dérisoire pour le supermarché. Donc la tête de gondole est un espace publicitaire. Mais en fait, ce n'est pas la valeur de la gondole ou du son support qui a une valeur économique, mais la valeur ajoutée pour le fournisseur de cette mise en avant de ces produits. Et cela rejoint la notion de proportionnalité appropriée développée dans le cadre de la redevance FRAND. La valeur ajoutée devant être analysée au-delà du support sur lequel le bien ou le service est implanté pour prendre en compte la finalité de cette utilisation. Il faut toutefois veiller à bien isoler cette mise en avant avec d'autres facteurs qui peuvent également impacter les ventes. Par exemple, il peut y avoir, la tête de gondole peut être accompagnée de promotions, d'où l'utilité des analyses économiques présentées dans les cadres des pratiques de concurrence. Il faut veiller aussi à ne pas prendre en compte la valeur ajoutée potentielle apportée par le fournisseur, puisque la valeur de la mise en tête de gondole n'est pas nécessairement identique pour deux fournisseurs différents. Là encore, utilité de l'analyse fonctionnelle. Donc, on voit l'intérêt d'une analyse précise de la valeur ajoutée apportée par chaque partie avant de se prononcer sur le caractère manifestement disproportionné d'un prix. Comment peut-on montrer qu'un prix génère un avantage disproportionné? Notamment en le comparant à des comparables qui, dans certains cas, peuvent ne pas être pertinents. Je voulais citer un exemple qui était une affaire du ministère de l'économie contre General Electric Energy Product France, où les deux éléments donc, déséquilibre, les deux éléments du déséquilibre significatif indiqués dans l'arrêt de la Cour sont en premier lieu la soumission ou la tentative de soumission et en second lieu l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif. Et la question, c'est justement le fait d'avoir diagnostiqué l'existence d'une soumission, pourquoi devrait-elle exclure l'analyse des effets l'analyse des effets de ces services pour les parties qui en bénéficient. Et c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Le tribunal de commerce de Nancy a indiqué que, selon lui, la soumission des fournisseurs n'avait pas été démontrée par le ministre et que le tribunal avait validé l'approche fonctionnelle du défendeur en considérant que, dans les effets, l'escompte proposé ne créait pas de déséquilibre significatif. Et la question portait sur une escompte proposée aux fournisseurs. Alors, proposée avec plus ou moins d'insistance, bien entendu, aux différents fournisseurs. Et l'analyse fonctionnelle a permis de montrer donc que la comparaison réalisée par le ministre avec les escomptes bancaires était inappropriée. Le ministre disait « l'escompte bancaire, c'est 2%, pourquoi vous prenez plus ?» Et elle était inappropriée parce que les contreparties s'apparentaient en réalité à l'escompte de règlement, ce qui conduisait à une conclusion opposée, c'est-à-dire absence de caractère disproportionné par rapport au comparable. Et donc, le tribunal de commerce avait reconnu cette analyse fonctionnelle, mais la Cour d'appel a complètement renversé, le 12 juin 2019, a pris une décision en s'appuyant sur l'affirmation de l'existence d'une soumission à partir d'analyse des mêmes faits que le tribunal de commerce, et s'est prononcé sur le caractère déséquilibré des conditions d'escompte en comparaison avec les taux bancaires, sans procéder ni reprendre l'analyse fonctionnelle du défendeur. Donc le point que je veux souligner ici, c'est que c'est bien de dire qu'il y a une soumission, qu'il y a un caractère déséquilibré, mais ça serait encore mieux si on en faisait l'analyse économique. Et donc la Cour a conclu que la soumission des fournisseurs était avérée, car General Electric ne négocie pas de manière effective ses conditions générales d'achat et de paiement avec un nombre conséquent de ses contractants, qu'il existe un déséquilibre significatif en soi, en estimant qu'il n'y a pas de contrepartie concrète. Voilà. Donc pour conclure, eh bien, il convient, à mon sens, d'aller au-delà de l'analyse purement formelle du caractère déséquilibré et de la soumission, qu'il convient d'en apprécier les effets et qu'on dispose d'outils qui sont utilisés dans d'autres domaines du droit et qu'on peut les utiliser avec profit dans le cadre des pratiques restrictives de concurrence, à la fois avec rigueur et objectivité. Je vous remercie. Je crois qu'on peut, à cet instant, estimer que la tâche du juge
au vu de tout ce que vous avez dit, est particulièrement complexe et que la tâche des praticiens ne l'est pas moins et que la plume des auteurs et des universitaires n'a pas fini de pourrir. Y a-t-il des questions dans la salle ? Vous avez été d'une clarté, vous avez été d'une clarté tellement convaincante qu'aucune question ne se manifeste dans la salle. Manuel, Muriel. Oui, alors, pardon, juste comme nous sommes retransmis, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de vous déplacer pour venir vous exprimer au micro ? Voilà, vous avez le micro devant vous, là. Enfin, les deux micros. Et de la possibilité de modifier le prix parce qu'il devient de manière subséquente injustifié, surtout dans le contexte économique actuel. Vous n'en avez pas touché. Je ne sais pas si c'est... Ça me semble pertinent. Oui, mais bon, en 30 minutes, sur tous les aspects du prix, il y a tellement de choses écrites sur la prévision. En plus, de toute façon, l'article 195 du Code civil, dans la pratique, est chaque fois écarté pour faire des clauses plus adaptées à la situation. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de ne pas en parler. Mais effectivement, si à un moment donné, on va jusqu'au bout de l'article 195 et qu'à un moment, le juge va devoir dire quel est le prix d'équilibre compte tenu de ce bouleversement, il aura exactement les mêmes difficultés pour fixer le prix après l'événement imprévu que ab initio pour dire le prix que vous avez fixé n'est pas raisonnable ou est abusif. Donc, ce sera exactement la même chose, sauf que, bon, éventuellement, le déséquilibre significatif pourra aussi, enfin, la question est posée devant pas mal de juges, de savoir si une clause qui écarte l'article 195 peut être considérée comme étant entachée d'un déséquilibre significatif. C'est particulièrement intéressant. Ouais. Et à mon sens, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la clause, notamment, parce qu'une clause qui dirait, au lieu de permettre la révision du prix par le juge, on s'arrête à la possibilité de résoudre le contrat uniquement. Eh bien, dans ce cas-là, on a tout de même donné une solution à l'existence du phénomène imprévisible, au bouleversement économique. Et donc, à mon avis, là, ce serait aller trop loin, que même s'il y avait soumission, que de dire que la clause est déséquilibrée. En revanche, si c'est une clause qui fait qu'on laisse sans solution la situation d'imprévision, et pourtant on écarte au 195, là, s'il y a une vraie situation de soumission, ça peut paraître déséquilibré. Mais ça, on attend les premières décisions. Oui, une question particulièrement pertinente et intéressante. En tout cas, les débats sont à venir. Oui. Alors, jusqu'à présent, si je parle d'actualité, le contexte que nous connaissons en Europe n'a pas encore créé de circonstances. On n'a pas vu arriver de litiges qui mettraient en avant l'imprévision. On ne le regrette pas d'ailleurs, hein, parce que la fixation d'un nouveau prix par le juge dans le cadre d'imprévision, je vais vous dire, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Mais bon, on verra si les faits nous contraignent à quelque chose de cette nature-là. Mais pour le coup, on écrira sans aucun doute le jugement en tremblant. Le texte est tout de même fait pour faire en sorte que les parties s'entendent avant qu'on arrive au bout. Oui. C'est vraiment... Non, mais c'est tout de même un peu ça. Le législateur l'a rédigé en laissant plein d'étapes pour faire en sorte que vous ne soyez pas confrontés à cette difficulté finale. Mais il y a des cas où ça sera tout de même. Madame Muriel Chadny, si vous voulez bien également vous déplacer pour que les auditeurs à distance puissent bénéficier de votre question. Là. Merci. Merci beaucoup.
Donc, puisque j'ai été sollicitée pour poser une question, je vais… Pardon, excusez-moi, encore oui. une contrainte technique. Nous avons 2 micros. Ah, donc, voilà. oh là. Il faut que vous parliez à Très bien. proximité de 2 micros. Donc, je disais effectivement que puisque j'avais été sollicitée pour poser une question, j'en ai effectivement une qui est celle de savoir dans quelle mesure, puisqu'on a parlé à l'instant de droit des contrats et d'imprévision, dans quelle mesure effectivement les méthodes qui ont été décrites par Maurice pourraient servir au-delà du droit des pratiques restrictives au droit des contrats et peut-être donner un contenu. Alors, je ne pense pas tellement à l'imprévision, mais à l'abus dans la fixation du prix, dans la fixation unilatérale du prix. Non, mais c'est une question ouverte. Hein. Voilà. Est-ce que ça pourrait être… L'abus dans la fixation du prix dans le contrat cadre. Oui, absolument. Oui, oui. La question se pose quasiment jamais. Depuis les arrêts d'assemblée plénière du 1er décembre 1995, on a recensé quoi, 5-6 cas. Peut-être qu'il y en a qui ne paraissent pas dans les revues, mais malgré tout, ça veut dire qu'ils vont pas, qu'ils s'arrêtent très vite. Donc, malgré tout, la question de l'abus dans la fixation du prix, elle était en réalité, elle résultait de pratiques très opportunistes à l'époque où, sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, on pouvait faire annuler un contrat cadre parce qu'il n'avait pas déterminé le prix des contrats d'application. On sait très bien que c'était quand un concédant, par exemple, demandait à son concessionnaire de respecter la clause de non-concurrence post-contractuelle ou de payer les redevances qu'il n'avait pas payées, qu'à ce moment-là, le concessionnaire sortait l'argument opportuniste de dire nullité du contrat cadre pour indétermination du prix. Mais qu'en réalité, il n'y avait jamais eu de prix abusif vraiment fait par le concédant. Et la preuve en est que depuis les arrêts d'assemblée plénière du 1er décembre 1995, le fait qu'il y ait si peu de contentieux montre bien qu'il n'y avait pas tellement d'abus dans la fixation du prix dans ce cas-là. Enfin, pas tellement. Alors ça, c'est pour les produits alimentaires. Oui, mais bon, là, ça, on n'aura pas. Et dans les cas que j'ai cités sur la grande distribution avec le commerce de proximité, c'est un exemple d'application. L'idée, ça serait de justifier par une analyse fonctionnelle comment on a fixé le prix. Oui, mais il faudrait que les espèces se posent. Enfin, il faudrait qu'il y ait des cas. Oui. Merci. Autre question. Je pense que nous avons terminé le sujet, épuisé le sujet, et en tout cas pour ce soir, si ce n'est épuiser la salle, et nous respectons sensiblement notre horaire. Oui. Donc, de façon traditionnelle, tout d'abord, je tiens à remercier tout particulièrement nos intervenants pour cette brillante conférence et tout l'apport qui en ressort. Et puis remercier Monsieur le Président pour son nouvel accueil ce soir. Il me revient de vous donner quand même quelques mots d'information sur la suite de notre programme de conférence. Prochaine conférence le 17 juin, que vous ne pouvez pas manquer, à Marseille, sur le thème de l'actualité du contentieux des pratiques restrictives de concurrence et de la concurrence déloyale, avec les interventions donc, de Claude Albéric-Mess, Isabelle Grossi et Sylvaine Poilot-Peruzetto, qui viendra nous parler de façon
très pertinente d'une question extrêmement importante pour les praticiens, c'est celle des questions de compétences. Donc, soyez à Marseille, présents, d'autant plus que la manifestation sera suivie d'une table ronde de praticiens tout à fait intéressante, elle aussi. À la rentrée, dans cette salle, conférence de Jean-Christophe Roda, donc professeur agrégé à l'université Jean Moulin Lyon 3, sur un sujet d'une pertinence dans cette salle ô combien remarquable. Que reste-t-il de la liberté de la preuve en matière commerciale? Donc, là aussi, vous serez tous nombreux présents dans cette salle. Le 30 septembre, l'association s'associe à la manifestation organisée à Orléans par Sabrina Lenormand-Calière, maître de conférence donc à Orléans, sur le thème de la pratique de la fiducie. Et donc, divers membres de l'administration, administrateurs ou pas, y participeront en la personne de Daniel Tricot, Stéphane Catoire et Bruno Berger-Perrin. Et puis, autre manifestation dans une ville chère à mon cœur, puisque j'y suis né, conférence à Nancy, le 14 octobre prochain, qui donc constituera les 9e assises nationales de la prévention des difficultés des entreprises, sous la direction scientifique de Caroline Ouin-Bressan et Rémi Dalmau, avec la participation de Thibault Le Ravel d'Escapon de l'Université de Strasbourg et Thomas Mastrulot de l'Université de Luxembourg. Le thème sera la comparaison entre les pratiques en matière de prévention des difficultés des entreprises, entre les pratiques françaises, les pratiques de la France de Strasbourg et les pratiques du Luxembourg. Il me reste à terminer cette manifestation en vous faisant part de deux nouvelles intéressante en matière de nomination, puisque aujourd'hui, à cet instant même, nous avons l'information de 2 désignations. Une passera peut-être un peu inaperçue au regard de la seconde, c'est que la première, donc nous avons la désignation d'un Premier ministre en la personne de Mme Elisabeth Borne, et que la seconde, nous avons la désignation d'une directrice scientifique pour notre prochain colloque de Deauville en la personne de Julia Henich. Donc, félicitations à toutes deux et je vous invite par conséquent maintenant à rejoindre le pot de l'amitié dans la salle des pas perdus. Merci de votre présence et à très bientôt par conséquent pour nos prochaines manifestations. Excellent.